Borges, Fritz, Fridolin. Les frisés, les frites, les choux, les bords, bien sûr. Les verres de gris, j'ai entendu une fois aussi. Les frites, les frisés, les borges. Et celui qui m'a toujours fait le plus mal, c'est les borges. Sale, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est pas très gentil de me faire m'insulter moi-même. Parce que c'est des choses que j'ai entendues, n'est-ce pas? Alors, si vous me les faites répéter, ça m'éclabousse. Quel cortège de mots viennent immédiatement à l'esprit quand il s'agit d'évoquer les souffrances, les horreurs et les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. L'invasion et en quelques semaines l'effondrement d'un pays. La défaite, humiliante. L'occupation, plus de 4 années à subir. Le fardeau des privations, l'enfer des persécutions, des déportations, de l'extermination. La résistance qui refuse l'oppression se bat, alors que d'autres choisissent la collaboration. Jusqu'au soulagement, libération et épuration. Des mots douloureux, écrasants, qui masquent encore l'existence d'autres mots, des mots qui n'arrivent toujours pas à passer. Femmes, françaises, soldats, allemands, relations passagères ou durables, liaisons de circonstances ou sincères, sentiments, amour, bébé. Alors je ne sais pas par où il est arrivé, par quelle ville. Valenciennes, c'est ça? Il est arrivé à Valenciennes. La première ville où il a mis le pied en France, c'est Valenciennes. La première fois que je l'ai vu, non mais j'étais quand même un peu fofolle. On était à l'hôtel à Aix-les-Bains et puis du 2e étage au rez-de-chaussée, je suis descendue sur la rampe d'escalier. Au lieu de prendre les escaliers, je suis descendue sur la rampe. Et il y avait les amis, là, ils me disaient « Non, mais t'es pas folle ». Alors je me suis mis comme ça, cheval sur la rampe, je suis descendue jusqu'au rez-de-chaussée. Et quand je suis arrivée dans le hall, au pied de la rampe, il y avait Siegfried, parce qu'il venait réquisitionner. Il venait réquisitionner les hôtels pour mettre les malades, les soldats qui arrivaient d'Italie, de la bataille de Cassino. Alors quand je suis arrivée, je ne voyais pas puisque je descendais. Quand je me suis posée, j'ai senti quelqu'un m'attraper comme ça. Puis je me suis retournée, puis c'était Siegfried qui était là. Oh, il ne parlait pas bien français. Oh là là, pris bas, hein, la Frolaine. Comme ça, c'est la première fois que je l'ai vu. Mais Siegfried, moi d'accord, j'étais consentante, mais lui aussi, attention, hein, parce que le fait de Webel, il a patalé un peu. Hein. Et mes amis là, me disaient, fais attention quand même, oh là là, mais où ça va te mener, regarde-le, après il va foutre le camp chez lui, et qu'est-ce que tu vas devenir et... Je pense qu'elle a été inconsciente pour moi. Oui. Pour moi, elle a été inconsciente, c'était vraiment très très risqué pour elle, et surtout si on revient là, aux mentalités il y a 60 ans, vous vous rendez compte, et ce que subissait la France par cette occupation qui souffrait encore de la guerre de 14-18, ça me paraît quelque chose d'impensable. Pour moi, j'ai du mal à comprendre.
J'ai du mal à comprendre. C'est une forme, peut-être une forme de à la fois de courage et puis d'inconscience, certainement. De vouloir vivre cette passion jusqu'au bout. Je pense dans le brouillard, comme ça. Bien sûr que je le savais. Mais il n'a jamais voulu d'ailleurs, et moi je ne l'aurais pas fait. Mais à Aix-les-Bains, nous sommes restés presque une année, mais je ne suis jamais sortie en ville avec lui. Vous voyez, parce qu'on voyait des filles, des Françaises avec les officiers, des soldats allemands dans les rues. Hein. C'était quotidien. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour ou le moment où vous êtes aperçu que vous étiez enceinte? Ce que j'ai ressenti, j'étais toute contente. Oui, c'est vrai. Ben oui, j'étais contente. Heureuse, désemparée ou désespérée, combien de femmes ont donné naissance pendant la guerre à un enfant d'Allemand? Combien de bambins? Quelques centaines? Quelques milliers? Quantité suffisamment négligeable pour qu'aucune recherche conséquente à ce jour ne leur ait été spécifiquement consacrée, contribuant à alimenter une amnésie collective totale. Partout où nous avons sondé, un écho, des villages aux grandes villes, partout, mois après mois. Là, nous en avons entendu parler d'un, ici de deux, ailleurs de plusieurs. Pratiquement à chaque fois, la confidence, le on-dit, la rumeur était fondée, mais de là à raconter... Vous savez s'il y a eu beaucoup d'enfants nés de pères allemands ici? Ça, on ne peut pas savoir. Vous savez, personne n'était là pour tenir la chandelle. Hein. Les blés sont coupés. Hein. Ouvrir des plaies comme ça, c'est peut-être pas pour laisser le temps effacer les cicatrices. On a le sentiment que le sujet est resté tabou et que personne ne veut en parler 60 ans après ces événements. On ne veut plus en parler, c'est de l'histoire ancienne. Oh là là, tournons la page. Certes, mais le nombre. En France et en Allemagne, nous avons cherché à savoir combien. C'est à Berlin que se trouvent des premiers éléments de réponse. L'administration de la Vaste rassemble les dossiers militaires de 18 millions d'hommes. Là repose une gigantesque armée défunte. Là se dissimule également une immense pouponnière, remplie de mômes âgés de 57 à 61 ans, langés dans des passés plus ou moins moches. Ici réside l'espoir, même ténu, de trouver quelques traces d'un père virtuel, pour ces gosses qui placent leur attente dans une lettre adressée à ceux qui s'occupent plus particulièrement de recherche en paternité. Depuis que je suis ici, depuis 20 ans, donc, il arrive régulièrement des demandes de paternité. Mais nous avons constaté que ces 2 dernières années particulièrement, c'était l'explosion. Les demandes nous arrivent presque quotidiennement. 7 août 2001. Je viens d'apprendre que mon père était un Allemand, une chose que l'on m'avait toujours cachée. J'ai 59 ans, je veux savoir qui je suis. J'ai tellement souffert de cette situation, à l'école ou même quand je me suis mariée. Je voudrais à tout prix retrouver mon père. Mai 2002. Par retour du courrier, la femme de mon père m'a écrit. Elle était au courant de mon existence. Elle m'a aussi dit que mon père avait été très amoureux de ma mère, ce qui m'a fait un bien immense, car je sais enfin que je ne suis pas une enfant du hasard de la guerre. Les personnes qui s'adressent à nous viennent récemment seulement d'apprendre qu'elles sont filles ou fils d'un Allemand, parce que leur mère est décédée ou le dit peu avant son décès. Ou bien ils le savaient, mais par respect pour leur mère, qui ne voulait absolument pas qu'ils entreprennent quoi que ce soit, bon, ils n'ont rien fait. Et puis il y a aussi le fait que ces personnes qui s'adressent à nous arrivent peu à peu à l'âge de la retraite. Et sans doute qu'elles ont le temps de réfléchir sur elles-mêmes, de mettre un peu de l'ordre dans leur vie. Et puis le besoin de rechercher leurs racines se fait de plus en plus pressant. Et elles nous écrivent. Il y a aussi quelquefois les petits-enfants qui s'adressent à nous maintenant de plus en plus, qui le font pour leur père ou leur mère qui n'ont jamais eu le courage d'entreprendre des recherches. Et les petits-enfants sont plus cool, disons, et ils s'engagent dans cette direction sans problème.
27 septembre 99. Je vous adresse ce courrier car je viens seulement d'apprendre que je suis le fils d'un officier allemand de la guerre 39-45. Mon père s'est présenté avec sa sœur dans les mois qui ont suivi ma naissance afin de me reconnaître. Mais mes grands-parents maternels n'ont pas voulu de cette reconnaissance. 6 avril 2002. Je suis mariée et père de 2 enfants qui m'ont donné 4 petits-enfants et tout le petit monde qui m'entoure, inquiet du souci que me cause ce manque et altère ma santé, m'encourage vivement à entreprendre la présente démarche auprès de vos services. Dans chaque lettre, le désarroi d'un enfant qui cherche à connaître son histoire, sans savoir qu'il n'est pas seul. Et que, pendant la guerre, lui comme beaucoup d'autres, alerte les administrations françaises et allemandes. Rares sont les documents d'époque qui attestent d'un intérêt pour ce problème. Rares, mais surprenants. Par exemple, l'administration SS s'interroge sur ces enfants nés en France. Curieusement, à double titre. D'une part, pour le régime nazi, les Français sont considérés comme un peuple abattardi, donc racialement inintéressant. D'autre part, le régime hitlérien ne s'intéresse qu'aux sortes d'enfants d'autres pays occupés, notamment ceux des pays nordiques, qui correspondraient à leur impitoyable politique raciale. Rapport de Leonardo Conti, responsable des questions sanitaires du Troisième Reich, adressé en mai 1942 à son chef, Heinrich Himmler en personne. Reichsführer, à mon avis, ces enfants ne sont pas mal. En général, ils ne sont pas plus mal que ceux qui ont été procréés en Norvège. Et l'État français, il s'inquiète. 1 an à peine après la capitulation, Vichy s'émeut d'un problème majeur. Les très nombreuses naissances survenues ou attendues dès juillet 1941 en zone occupée et même en zone non occupée d'enfants dont les pères sont des Allemands. Correspondance adressée à l'amiral Darlan, vice-président du Conseil, par le secrétaire d'État à la famille et à la santé, Jacques Chevalier. L'opinion commence à s'alarmer de cette situation. L'essentiel est de bien voir l'étendue du mal déjà fait et du danger qui demeure et se précise. Vichy fait le lit de l'occupant, mais n'apprécie pas qu'un grand nombre de Françaises le partagent, et en plus, donne naissance à sa progéniture. La honte. Est-ce notamment pour cette raison que l'État français, en décembre 1941, adopte la fameuse loi sur l'accouchement sous X ? L'humiliation. Sinon, comment interpréter la presse qui, tout au long de l'occupation, accouche d'articles stigmatisant l'adultère, les filles mères, le problème du nombre d'enfants illégitimes, l'avortement, le vieillissement inéluctable de la population, sans pour autant jamais aborder ces naissances de bébés franco-allemands. C'est celle qui a souffert pour vous donner la vie, qui vous a donné son lait pour vous la garder. Elle est le premier visage que vous avez appris à connaître, le premier mot que vous avez appris à dire, maman. Ah, la figure de la mère, dont la fête devient officielle en mai 1941, mais probablement pas en pensant à celle qui, au regard de nombreux Français, déshonore le pays. Les gens savaient que vous aviez un enfant avec un soldat allemand? Ah ben non, j'étais pas, non, ils ne savaient pas. J'étais enceinte de 3 mois, ça ne se voyait pas. Siegfried, pauvre Siegfried. Je dis, mais enfin, Madeleine, mais tu penses pas, tu sais que c'est pas toujours comme ça, la guerre va finir, on a perdu la guerre. Mais qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas devenir et moi, je sais pas, je vais être prisonnier, on se reverra pas peut-être pendant des années. Mais tu vas pas rester toute seule. Je dis, ça fait rien, je travaillerai. Et puis non, comme ça. Quelques semaines plus tard, Siegfried est effectivement fait prisonnier, le 21 août 1944. Le même jour, non loin de sa ville natale, le train qui ramène Madeleine est intercepté par la résistance. Les passagers sont fouillés. Madeleine est enceinte de quelques mois et conserve sur elle une photo de Siegfried. Fin du voyage. Son histoire d'amour se transforme en cauchemar. Un cauchemar éveillé qui n'a jamais cessé de la hanter. Dans cette ville qu'elle a toujours évitée, Madeleine a accepté avec beaucoup de courage d'affronter ses fantômes. L'amour.
plus beau souvenir de ma vie. Donc, c'est ici, c'est sur ces marches d'escalier-là qui t'entraînaient? Eh ben voilà. Puis là, il y avait une foule immense qui te lançait des pierres. Ça s'est passé là-bas, devant la porte. Ils nous ont amenés à pied, avec la police, heureusement, qui nous protégeait, et puis tout le village. Et il y avait 2 chaises, et ils étaient devant, là. Il y avait du monde jusqu'au milieu, là-bas. Ils gueulaient tous « putain, salope », enfin tout le vocabulaire d'oiseau. Et puis il y avait le coiffeur, bien sûr, avec sa blouse blanche. C'était les résistants, les fifis avec les brassards. Allez, vas-y, commence. Ils se tutoyaient tous. Et alors, comment ça se passait? Ses cheveux, ils tombaient par terre sur la pierre? Il y en a un qui les a pris, il y en a un qui est plus intelligent que les autres, si on peut dire. Il en a pris une brassée, puis il me l'a jeté à la figure. Il m'a dit, tiens, en souvenir. C'est ainsi qu'un jour seront marquées au front les Françaises indignes qui fréquentent les salles. Vive la France libre. Chose promise, à la Libération, près de 20 000 femmes auraient été tondues. Une bonne moitié d'entre elles pour avoir eu des relations avec l'ennemi, collaboration dite alors horizontale. Pendant toute la guerre, la marmite bout. Les ingrédients, incompréhension, rancœur, haine, jusqu'à exploser au visage de celles qui ont, pour la majorité de la population, trahi. Un couvercle qui se lève violemment et qui se referme quelques mois plus tard. L'épuration, le seul moment où ces histoires entre femmes françaises et soldats allemands sont traînées en place publique. Sans pour autant, là encore, que l'enfant de la honte paraisse. Rarissimes sont les documents qui montrent une jeune femme avec son bébé d'allemand, comme celle-ci, exhibée dans une rue de Chartres, sa petite fille de 3 mois dans les bras. Comment grandit-on quand un jour on sait ? Et un jour, la porte s'est ouverte et j'ai vu entrer mon père. Mon père. Et là, il m'avait déjà coupé les cheveux, là. Et quand mon père m'a vu, quand je l'ai vu rentrer, eh bien, écoutez, Elisabeth pourrait vous le dire, c'est un homme de son époque, mais il avait beaucoup de cœur, mais il était très dur. C'est un homme qui était dur. Et nous, les 3 enfants, on le craignait énormément. Et quand il est entré, qu'il m'a vu, je ne l'avais jamais vu pleurer comme il a pleuré. Il pleurait, il pleurait. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais pourquoi tu ne nous as pas écoutés? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Mais qu'est-ce que si? Mais qu'est-ce que là? Alors il est allé parler après, comme... Vous savez, ils avaient déjà fait tout, ils avaient déjà pris des renseignements et tout ça. Alors, mon père est allé parler et le lendemain, ils m'ont ramené chez moi. Eh bien, vous voyez, mon frère, il était dans les maquis du Glaisin, là, en Chartreuse, à 50 km de chez nous. Je ne peux pas vous dire que ce garçon, il m'a fait une réflexion. Il ne m'a jamais rien dit. Et à ma mère, parce que ma mère, vous savez, elle disait, oh, oui, écoute maman, oui, laisse tomber, mais qu'est-ce que tu veux, c'était sa vie comme ça. Hein? Il était toujours comme ça, mon frère. C'était pas, je ne peux pas vous dire qu'il m'a insulté, c'est pas vrai. À l'automne 1944, Madeleine quitte sa région afin d'abriter sa grossesse et d'essayer de revoir son amoureux. L'ex-Feldwebel-Wolf est interné dans un camp à Marseille. Là, Madeleine arrive à le revoir brièvement, puis Siegfried est libéré et regagne l'Allemagne. En attendant d'hypothétiques retrouvailles, Madeleine se décide à regagner Grenoble, 1 an après en être partie. Avec sa petite fille. Mais pas question de réintégrer les siens. Un bannissement que Madeleine et Elisabeth vivent à quelques centaines de mètres de la maison familiale, dans un foyer maternel. Ma mère, elle venait la voir toutes les semaines. Et puis un jour, je suis venue avec elle. Elle avait 2 ans, 2 ans et demi. Alors j'arrive l'après-midi.
Et ma mère, pauvre vieille, elle sort là sur le balcon, elle me dit viens pas, il y a le papa. Le papa est là. Et j'ai dit il est là, oh ben tant mieux. Parce que j'ai toujours été comme ça. Alors je monte, je l'avais à la main, et mon père était là, à la cuisine là. Alors je suis rentrée, alors il était là. Alors j'ai dit à Elisabeth, je lui ai dit tiens, tu vois c'est ton pépé ça. Tu lui dis bonjour, tu lui fais un gros bisou. Alors elle a regardé. Et il me semble que je vois Thaïs, avait les yeux comme ça. Elle regardait. Alors j'ai dit oui, fais-lui un bisou. Alors il s'est penché. Puis elle l'a embrassé. Puis je suis repartie à la pouponnière. Mais 15 jours après, je suis revenue, puis on n'est plus partis. Et on est resté. Et quand ils ont vu que Siegfried faisait toutes les démarches et que je suis partie me marier, eh bien là, ça a été fait. Siegfried, il était de la famille. Ils ont compris que c'était un garçon qui était droit, qui était comme ça. Ma mère était penchée à la fenêtre du train, elle me tenait dans les bras et elle scrutait, elle essayait de le retrouver. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de monde, que cette gare était complètement démolie, Munich n'était pas encore reconstruit. Et j'étais choquée par les ruines. Et je disais à ma mère, mais mon Dieu, tout est cassé ici, c'est tout cassé ici, qu'est-ce qu'on vient faire ici, c'est tout cassé, je me souviens de ça. On traversait des planches, parce que tout avait été détruit. Et c'était la Hauptbahnhof de Munich, donc la gare centrale. Et à un moment, elle voit mon père, je revois son costume, son grand chapeau. Et elle m'a passé par la fenêtre du train, et elle m'a mise dans ses bras, parce qu'il ne m'avait jamais vue, lui. Il ne m'avait jamais vue. Vous avez dit quel âge? 4 ans. 4 ans et 3 mois, exactement. Et vous, comment vous avez découvert ce papa allemand? Ah ben formidable. La Aucune peur, rien. Disons qu'il aimait tellement les enfants, il savait tellement bien s'y prendre. Non, ça a été formidable pour moi de rencontrer enfin ce papa dont on me parlait et que j'avais jamais vu. Souvenir précieux pour Elisabeth, et rare. Aussi rare que ces enfants de la guerre qui ont connu leur père allemand. Rare et court. L'espace de quelques années passées en Allemagne avant que l'échec marque la fin de l'histoire de Madeleine et Siegfried. Un retour en France d'autant plus douloureux qu'Elisabeth passe d'une enfance à une autre. La fillette devient Bochette. Après sa mère, c'est au tour d'Elisabeth de payer. Pendant la scolarité, oui, je me faisais traiter de sale boche tout le temps, oui, dans les cours de récréation et tout ça. Ça a duré longtemps, oui. On faisait du théâtre amateur, par exemple, au lycée des Eaux-Claires ou autre. Si on me disait non, ce rôle n'est pas pour toi, tu ne feras pas cette pièce-là, mais des choses complètement futiles. Et c'était pour moi une douleur, mais indescriptible. C'est impossible de parler de cette douleur que je ressentais. C'était des coups de poignard, un rejet comme si j'étais un monstre effrayant, une tâche, une erreur de l'histoire. Et toujours, à l'école primaire, ma mère m'avait donc ici à la Tronche mise à l'école primaire chez les religieuses. Chez les religieuses, parfois, il y avait des dérapages. En cours d'histoire, je me souviens, un cours d'histoire fait par une religieuse où elle a vraiment appuyé sur, en parlant de la dernière guerre, 39-45, la monstruosité des Allemands, la monstruosité de ces barbares. Et elle a appuyé tout ce cours d'histoire, et j'ai assisté à ce cours d'histoire. Et je m'appelais Wolf. Et je le prenais pour moi, et tout ça, c'était moi. C'était moi, on parlait de moi. Et là, oui, là, j'ai eu parfois des moments difficiles. Voilà, comme ça, toute une vie qui a passé, comme ça, en bon et en mauvais moments. Voilà. Mais je ne regrette pas, je ne regrette rien. Pourquoi je regretterais? J'ai voulu ça, et puis voilà. J'ai pas réfléchi, si, mais enfin, je suis partie pour, en 1949. Je ne voulais pas qu'Elisabeth soit une bâtarde. Alors je suis partie, j'ai fait mes valises, tout. Ma mère m'a beaucoup aidée, et puis je suis partie avec la petite. J'ai eu la chance qu'il ne nous a jamais abandonnés et qu'on s'est mariés. Elisabeth a été légitimée, et puis voilà.
qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas eu ça. Ça, c'est l'exception Madeleine Elisabeth. La règle, celle qui fracasse la vie de tous ces enfants, c'est le placement dans un orphelinat ou l'enfermement dans le sempiternel secret de famille. L'histoire de Jean-Pierre, qui voit le jour en juillet 1941 dans une maternité parisienne, loin de la région d'origine d'une mère qu'il abandonne à la naissance. Mais contrairement à beaucoup d'autres, Jean-Pierre est sauvé par une sœur de sa mère, grandi au sein d'une famille aimante, tout en payant malgré tout un tribut à ses origines. À l'adolescence, il a le droit de revoir sa mère. Une mère qui refait sa vie, fonde une famille, tout en condamnant son fils à garder le secret, à ne jamais l'appeler maman. Moi, je l'ai toujours appelée tante. Même à son décès, là, il y a 2 ans, c'était toujours tante. Alors, elle, de son côté, bon, bien sûr, elle était contente de me voir, mais moi, j'avais toujours, disons, non, toute l'affection, j'ai eu en Bretagne, je n'ai pas eu à Paris. Hein, non, je ne pouvais pas oser même, disons, s'il faut dire. Hein. Même au moment de mourir? Ah non, ça c'est formel. Dans quelles circonstances votre mère a rencontré votre père et quand est-ce que ça s'est produit? Racontez-nous un peu cette histoire. Alors, mon père était stationné avec son régiment, si on peut appeler ça un régiment, parce que je ne connais rien dans les forces allemandes. Il était affecté au service sanitaire. Et lui avait de la chance, disons, appeler ça chance, d'être hébergé chez des particuliers. Et c'est comme ça qu'il a connu ma mère. Ma mère m'a dit que c'était vraiment le grand amour pendant 5 mois. Mais bon, grand amour, je ne peux pas dire davantage, je ne peux pas me mettre à la place. Hein, je sais que j'ai été à la DAS dans la région du Mans et mon père adoptif est venu me chercher. Je ne peux pas vous dire si c'est le mois de juillet, je sais que j'avais 2 ans et demi. Et je me souviens très bien, malgré 2 ans et demi, le moment précis où je suis rentré pour la première fois dans mon nouveau foyer. J'étais dans les bras de mon père et quand nous avons descendu ces 2 marches ou 3 marches qu'il y avait pour aller à la maison, dans la pièce, c'était une grande pièce en longueur, il y avait 2 enfants qui couraient. Et ces 2 enfants, c'était mes nouvelles sœurs. Je suis allé plusieurs fois à Paris avec mon père adoptif. Et mes parents adoptifs avec une seule idée, c'est de me rapprocher de ma mère. Mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Non, il n'y a jamais eu, comme on dit aujourd'hui, le tilt entre nous. C'est plutôt elle entre moi, parce que moi, hein, j'étais que une feuille, vous savez, hein, c'est tout. Allons, viens mon chéri, allons, venez. Alors, donnez-moi un, donnez-moi là, voilà. Madame, venez chercher l'enfant, voulez-vous? Là, va mon chéri, tenez bien un petit gâteau. Alors, ma petite fille, voyons, ne vous démontez pas. Où est votre mari? Je ne sais, madame, je ne sais rien. Il vous a laissé? Combien de femmes n'ont pas voulu répondre aux questions posées par leurs proches ou par les personnels des institutions auxquelles elles s'adressent afin d'échapper au ressentiment général? Un autre document allemand, celui-ci daté du 20 janvier 1943, confirme l'importance du phénomène. Propagandastafel, secret. Un rapport du bureau auxiliaire à Rouen décrit la situation démographique du département de la Seine-Inférieure. Depuis le début de l'occupation, le nombre d'enfants provenant de relations entre des membres de la Wehrmacht et des Françaises est estimé entre 3 et 4 000. En général, ces enfants sont en bonne santé et leur qualité raciale indiscutable. L'officier supérieur du service de santé prend position dans une lettre soulignant que le côté allemand ne s'y intéressait plus suite au refus de l'État français de délivrer ses enfants.
attachant même un grand intérêt à ce surcroît de sang qui, le 1er octobre 1942, a été estimé entre 50 et 75 000 dans toute la France. Autre document, autre source allemande, autre estimation divulguée un an plus tard. Office central des Allemands de l'étranger, Paris, le 15 octobre 1943. Objet, enfant illégitime des troupes d'occupation, île anglo-normande. Un éclaircissement de cette affaire ne paraît convenable que dans le cadre d'une discussion du problème général des enfants illégitimes en France. Suivant une information non officielle, le nombre de ces enfants illégitimes aurait déjà atteint 85 000. Fin 1943, plus de 80 000 enfants. Comment est-ce possible ? Peut-être faut-il simplement rappeler, même si cela semble cruel, que plus de 2 millions d'hommes français, prisonniers de guerre, engagés dans les forces françaises libres, incorporés dans l'armée allemande, travailleurs forcés ou volontaires, emprisonnés ou déportés, sont absents pendant des années. Plusieurs centaines de milliers de soldats du Reich, jusqu'à 1 million, occupent, eux, le territoire français. Autre constat, l'accroissement impressionnant des naissances d'enfants illégitimes, et contre toute attente, l'augmentation constante du nombre total des naissances, comme si le fameux baby-boom de l'après-guerre s'amorçait en réalité pendant la guerre. Quelle part dans le total des naissances occupe ce que la population surnomme sans vraiment les voir les bébés Boche ? Ils pourraient représenter environ une naissance sur 10, à l'instar d'autres pays européens, Danemark, Norvège et Hollande par exemple. De fait, selon les recherches entreprises actuellement au sein de l'Institut d'Histoire du Temps Présent, laboratoire du CNRS, il pourrait y avoir jusqu'à 200 000 enfants nés de mères françaises et de militaires allemands entre 1941 et 1945. Quel choc! Alors de quoi s'agit-il maintenant? D'un aspect mineur de notre histoire, ou plutôt d'un véritable phénomène de société, complètement effacé de notre mémoire? Un gigantesque secret de famille, planqué avec une rare constance dès le berceau par tout un pays, jusqu'à aujourd'hui. Probablement parce que l'orgueil national en prend de nouveau un bon coup. C'est lui qui a choisi le sujet et il m'a contacté comme ça, en me demandant si je voulais témoigner. Et je lui ai dit pourquoi pas. Ah oui, mais t'as pas de photo? Non, rien. Mais... Non, j'ai aucun renseignement à leur donner, aucune photo. Oui, mais Marie-Françoise, ça va t'aboutir à quoi? À rien. À rien. Tu es contre l'idée que l'on parle de ça? Oui, moi je trouve que c'est du passé. Et ça fait 60 ans bientôt, on n'a pas y réfléchi, Françoise. La plupart de ces enfants du silence, pratiquement tous ceux que nous avons contactés, ont refusé de témoigner. 60 ans après, l'envie de libérer la parole est encore dominée par la crainte de rouvrir des plaies à peine cicatrisées. Comment affronter ceux qui apprendraient la vérité alors que les insultes et les peurs d'enfants sont toujours là? Dès la maternelle, j'entendais des insultes du genre tête de boche. Je vois une personne, un adulte, que je croisais sur le chemin de l'école, en vélo, et qui, il me semblait me le dire sans méchanceté aucune, mais il me lançait un salut du genre « Salut Fritzouille ». J'avais 7-8 ans, je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire par là. Et lorsque je demandais à ma grand-mère, grand-mère, qu'est-ce que ça veut dire, Fritzouille? Elle me disait, il ne faut pas employer ce mot-là. Mon grand-père, en fait, il avait beaucoup d'affection pour moi, je le sais, parce qu'il se souciait toujours de ce que j'allais faire, de mes études, de mes résultats scolaires. Il disait aux voisins qu'il était très fier de sa petite fille. Mais néanmoins, lorsque ça dérapait sous l'emprise de l'alcool, là, oui, là, c'était très difficile à vivre. Il disait à ma grand-mère, va-t'en avec la bâtarde de ta fille, avec ta petite boche. Ma grand-mère avait la générosité du cœur.
Mon grand-père restait sur des positions plus de honte sociale et il en voulait à sa fille, manifestement. Je suis une personne, je ne sais pas, je me suis toujours considérée comme pas bien équilibrée, pas, si vous voulez, des difficultés dans mes relations, une instabilité. Alors ça, je ne peux pas le dire à la caméra, si. Mon adolescence a été très difficile. J'ai fait des tentatives de suicide, j'étais violente, j'ai été anorexique, puis boulimique. Donc, vous voyez que c'est un passé, je veux dire, pas psychotique, mais un passé assez lourd. Maintenant que je vais vers un âge avancé, n'est-ce pas? Non, c'est plus, tout ça, ça n'existe plus. Mais j'ai eu des années très difficiles. Vous pensez que ça c'est lié à... Oui, c'est lié à ma petite enfance, c'est lié à mon adolescence, oui. Oui. Une autre enfant qui était dans mon cas, puisque nous étions dans la même classe, semblait beaucoup plus équilibrée que moi. Et pourtant, elle ne pouvait pas dire qu'elle n'était pas de père allemande, on aurait dit une Gretchen. 2 grandes nattes blondes. Et vraiment, elle avait un type allemand 100%, alors que moi, je suis une Bretonne 100%. Qu'est-ce qui a fait que vous, alors, plus particulièrement, vous avez... Bien, j'ai senti que je causais le malheur, la tristesse, et que j'amenais toute ma famille à se décomposer, c'est le tissu familial qui s'est déchiré. Et j'ai intériorisé tout ça, j'ai culpabilisé et je me suis toujours sentie coupable de quelque chose, d'être née. Hervé, comme les autres, a appris bribe par bribe l'histoire de ses origines. Lui dit ne pas l'avoir vraiment mal vécu. Et pour lui, témoigner, c'est avoir la possibilité de dire d'une certaine façon un mot important. Merde. Merde à la culpabilité. Je crois savoir que je suis vraiment pas le seul. Hein. Sur toute la France entière, je suis pas le seul. On n'a rien demandé. Moi, je n'y peux rien si je suis né... Que mon père biologique était américain, anglais, allemand ou... Bon, je comprends le sens de votre question. C'était cette période, vous faites référence à cette période sombre de l'histoire de la France, la guerre, mais moi je n'y suis absolument pour rien là-dedans. Et ça m'a pas tracassé. Cette révolte, Hervé et quelques autres comptent la mettre au service d'un projet. Monter une association qui regrouperait ces victimes ignorées de la guerre. Une façon de se battre et d'arriver à tourner le dos à une existence où les uns et les autres, eux-mêmes parents ou grands-parents, n'ont jamais vraiment quitté leur peau d'enfant quand il s'est agi de demander, au moins, à quoi ressemblait-il. J'ose pas trop l'avouer, mais je fouillais pas, mais je regardais un petit peu et je suis tombé sur cette photo, je l'ai prise chez moi. Et je crois que quelques jours après, ma mère m'a appelé en me disant que je lui ramène ce que j'ai pris dans son secrétaire. J'ai ramené, je ne l'ai plus jamais revu. Et c'est que bien longtemps après, ça m'a un petit peu retravaillé, disons, où j'ai dit il faut que tu y ailles, il faut que tu lui demandes. Mais j'osais pas trop. J'osais pas trop demander à ma mère. Et pourquoi vous n'osiez pas en parler? Certainement par respect pour ma mère, par respect pour mon père aussi, et parce que mon père, en fait, c'est mon père qui vit encore aujourd'hui, voilà. En fait, j'étais un petit peu comme un gosse qui demande un jouet, quoi, et qui en a eu un hier, et ça a été... non, j'ai eu beaucoup de mal à lui arracher le nom, le prénom. Elle me disait de toute façon, c'est plus la peine, il est mort. Et puis on va pas remuer tout ça.
Sur quoi moi je lui ai répondu, je lui ai dit je veux rien remuer au-dessus, je veux simplement savoir. C'est vrai que je lui ai dit je bougerai si quand tu m'auras dit quelque chose. Et en fait j'ai eu pour tout un nom, un prénom et une ville en Allemagne. Et ça a duré des heures. Et à partir de là, j'ai commencé des recherches, mais des recherches à mon niveau, parce que au fond, j'étais un petit peu perdu, je ne savais pas tellement où m'adresser. Au mois d'octobre l'année dernière, j'ai balancé un email sur Internet, et la personne qui m'a répondu, c'est donc une personne qui s'occupe de ces recherches à Davos. On a eu un échange de courriers, d'emails, de téléphones. Et au mois d'avril de cette année, elle m'a envoyé un email en me disant on approche du but. J'avais donc finalement sur la table 4 Herbert Rothman qui étaient dans l'aviation. Et c'est le seul que j'ai retenu finalement parce qu'il était né dans la région de Bielefeld, mais je n'avais encore aucune preuve que c'était son père. Et je me suis adressée à la veuve de Herbert Rothman, puisque après demande auprès de l'état civil de Gütersloh, où il est né, j'avais appris qu'il était décédé en 1998. Et le jour même, elle m'a téléphoné en voulant en savoir plus. Je lui ai expliqué les faits, en lui disant que je n'étais pas sûre du tout que c'était lui dont il s'agissait. Et elle, c'est elle-même qui m'a tout de suite dit « Si, moi je suis sûre que c'était lui ». Depuis quelques mois, Hervé découvre une autre famille, une famille allemande, avec laquelle il essaye de comprendre comment, des deux côtés du Rhin, le secret a été jalousement gardé. Et pourquoi, peu de temps après la fin de la guerre, la famille d'Herbert Rothman a claqué la porte au nez de cette Française, qui recherchait ce pilote parti en laissant une adresse, se présentant devant eux, avec son bébé. Il était porté disparu. À la fin de la guerre, son avion a été touché. On ne savait pas s'il était en vie ou pas. À ce moment-là, cette femme frappe à la porte, portant son enfant sur les bras, et il la renvoie. L'enfant étant probablement la seule chose qui reste de leur fils. Je n'arrive pas à me le mettre dans la tête. Mais il faut aussi comprendre les circonstances. Ces temps terribles, la famille a énormément souffert. Ils ont perdu 2 enfants pendant la guerre. 2 autres sont revenus grièvement blessés. Et ils n'avaient pas de nouvelles d'Herbert. Peut-être qu'ils étaient tellement aigris qu'ils ne pouvaient plus s'ouvrir à ça. Mais j'ai ressenti une grande colère contre mon mari. Je me suis calmée. J'essaie encore, et toujours, de comprendre ce qui s'est passé. J'avais souvent l'impression d'être solitaire, d'être seule. Quelque chose manquait, bien que j'ai tout. J'ai une famille, j'ai un mari, j'ai 2 enfants, j'ai tout. Je vais bien. Tout de même, j'avais toujours l'impression d'être seule. Souvent, pas toujours, mais cette impression revenait tout le temps. Je pense que mon frère est le morceau qui comble tout ça pour moi. Maintenant, ma famille est complète. Pour moi, maintenant, tout va bien. Il a manqué. Peut-être que je l'ai senti. Il n'en a même pas parlé à la fin de sa vie, quand il allait si mal. Ça aurait été bien pour lui d'en parler enfin, parce que je suis sûre que s'il est mort dans ces circonstances terribles, c'est parce que quelque chose a dû lui peser énormément. J'en suis certaine. Mais même à ce moment-là, il n'a pas parlé. Hervé est sorti de la voiture et on s'est embrassés. C'était ça, on était tout de suite très familiers. Ce n'était pas un étranger. Et il est juste comme son père. En fait, en face de moi, il y avait mon mari, non plus jeune.
Cher Jean-Pierre, merci beaucoup des belles photos que tu m'as envoyées. J'ai été content d'apprendre que tu vis dans une famille heureuse et que tu as une femme et fille si charmante, un fils et une petite fille mignonne. Quand on m'a dit que tu existais, j'ai eu une belle hypertension que j'ai fait venir le médecin, infarctus. Cher Jean, je te prie de ne pas m'en vouloir. Laissons les choses telles qu'elles sont. Je ne peux plus supporter cette excitation. Je joins une photo que je viens de faire qui te montrera mon portrait actuel. Je te souhaite beaucoup de bonheur et de joie avec ta gentille famille. Je t'embrasse affectueusement, Peter Witt, ton père. Mon souhait le plus cher en 96, parce que bon, je ne sais pas, je ne vais pas pleurer, mais je pense que tout gamin, quand il peut serrer sa mère et son père, ne serait-ce que toucher en disant ben, c'est ma mère, c'est mon père, ça doit être extraordinaire. Bon, moi, malgré cette histoire d'abandon, mais j'en reviens à cette lettre que moi je crois fermement. Une sincérité honnête, je crois. Alors, bon, j'aurais tout fait pour... Et puis malheureusement, ben, je me suis réveillé un peu tard. Il est décédé. Et je me demande même si c'est pas moi qui ai activé le décès, parce que par rapport à son courrier, il a eu des attaques après, cardiaques. Alors bon, bon voilà. J'aurais voulu le connaître, ça c'est sûr. Et mes enfants aussi. Aujourd'hui, nous avons toutes et tous un devoir de mémoire. Et puis il y a cet immense regret, savoir que par 2 fois dans le passé, son père tente de le retrouver, sa mère et lui, sans succès, parce qu'il se heurte à un mur d'hostilité. Que reste-t-il à Jean-Pierre? Beaucoup. L'amour que lui porte sa famille adoptive et sa belle famille. Une chance, surtout quand ceux qui ont le plus souffert, comme son beau-père, résistant déporté, survivant des camps de Buchenwald et Dora, n'offrent aucune prise au ressentiment. Moi j'ai connu la SS, j'ai connu la Gestapo, j'ai connu une quantité de gens allemands indésirables. Hein, mais cependant, j'en ai connu d'autres qui m'ont sauvé la vie à Buchenwald. Donc il n'y a pas que de mauvaises personnes. Et en ayant su plus tard dans ses recherches, Jean-Pierre a trouvé que son père avait une profession, qui était sans doute revenu sur les lieux pour peut-être retrouver sa mère, qu'il n'a pas retrouvée parce qu'il n'a peut-être pas été aidé non plus. Enfin, et son père semblait d'une origine, un simple ouvrier, un simple soldat qui a été appelé à participer à la guerre, comme les Français ont été appelés à participer à la guerre dans l'autre sens. C'est pourquoi moi j'ai ni haine ni oubli, si vous voulez, c'est ma devise un peu. Hein. Il ne faut pas oublier, mais il ne faut pas non plus porter la haine à l'extrémité. Günther Schwarzenberg. Et vous avez imaginé un jour que vous auriez pu vous appeler Françoise Schwarzenberg? Jamais. Jamais. Non, jamais. Mes racines sont ici. Les gens qui m'ont élevée sont ici. Je n'ai d'émotions, de sentiments et d'amour que pour ceux qui m'ont élevée. Est-il vivant, est-il mort? Je pense que ça m'indiffère. Vous êtes sûr de ça? Je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas très sincère quand je dis ça. Votre mère vous a en partie, disons, abandonné pendant quelques années, mais est-ce que vous avez pu avoir une relation normale avec elle après? Difficile, difficile. Écoutez, je ne l'avais jamais appelée maman. Et quelques jours avant qu'elle ne décède, voilà, j'avais été maîtresse auxiliaire pendant quelques années, et à l'âge de 40 ans pile, quand j'ai arrêté de fumer, n'est-ce pas, j'avais mes 2 enfants,
je me suis dit, je reprends mes études et je fais quelque chose. J'ai repassé mon CAPES et je venais d'être reçue. Et ma mère est arrivée en criant « Françoise, je suis contente, tu es reçue à ton CAPES ». Je me suis précipitée sur elle, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « Maman ». Et 3 jours après, elle mourait dans l'incendie de sa maison. Et une dame, juste à côté de chez elle, m'a dit « Tu as fait un choc à ta mère ». Donc ça signifiait qu'entre nous, enfin, il y avait la mère et la fille qui peut-être s'étaient retrouvées. Et c'est ça qu'elle se disait. Elle devait se dire « Ça y est, ma fille m'a enfin reconnue ». Il était temps d'expliquer le pourquoi de cette présence à la fois de personnes et de caméras. Il s'agit d'un reportage qui concerne non pas le conseil municipal, mais un élu du conseil municipal, en l'occurrence Elisabeth Wolf. Et j'ai donné bien évidemment très volontiers mon autorisation à ce reportage, sachant qu'il s'agit de retracer toute une épopée du temps de la naissance d'Elisabeth. Et je laisse la parole à Elisabeth pour en expliquer le contenu. Non, le contenu, je ne le connais pas très bien. J'allais simplement vous dire que cette équipe de tournage, sa présence est justifiée justement sur ce film documentaire historique qu'ils sont en train de préparer. Alors, il s'intitule Enfant de Bosch. Comme vous le savez, je m'appelle Wolf et l'origine de mon nom n'est pas alsacienne, mais il se trouve effectivement que mon père était un militaire allemand et ma mère une Française, et à ce titre, elle a d'ailleurs été tondue à la Mure. Et je suis l'une des rares qui porte le nom de mon père et qui a vécu avec mes parents. Voilà. Merci. En filmant ces quelques secondes de sacré courage, nous nous sommes demandé si nous ne venions pas d'assister à la première manifestation officielle d'une communauté cachée. À la fin peut-être d'un impressionnant oubli. Parce que pour tous ces mômes, il y a matière à interrogation. Quel dommage qu'il n'ait pas été reconnu par ce fameux couple franco-allemand qui s'érige pourtant en modèle de pardon et de réconciliation, alors que tous ces enfants, enfermés dans leur illégitimité, mis au secret, constituaient peut-être, finalement, un embryon de paix.